comme tous les jours maintenant, depuis, enfin, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, depuis le début, depuis les 4 semaines, je vous présente toujours ce tableau qui est sorti de cette étude clinique, What's New in Intensive Care, parce que je pense que c'est la base de la maladie et on a rajouté plein de choses dessus, mais c'est vraiment le tableau qui nous explique la maladie. Pourquoi? Parce qu'il nous explique, tout était écrit dedans, on ne le voyait pas en fait au début. Tout était écrit que la première semaine, on a bien le virus. Hop là, pardon. La première semaine, on a vraiment l'attaque du virus avec les signes cliniques d'un syndrome viral, avec au début, qu'on appelle un syndrome grippal, au début, dans les premiers signes, tous les signes que vous connaissez, la toux, la fièvre, la lymphopénie, la thrombocytopénie. Voilà, ça c'est les premiers signes. Et ensuite, on s'est aperçu rapidement qu'il se passait quelque chose entre le 5e et le 7e jour, qu'à ce moment-là, il pouvait y avoir un désordre brutal et que votre patient qui semblait aller bien, qui avait son syndrome grippal, tout d'un coup avait besoin d'être transféré en soins intensifs, voire en soins continus, voire en réanimation. On a mis du temps à comprendre ça. On a mis du temps aussi à comprendre que la première semaine, c'était vraiment l'attaque du virus et que la deuxième semaine, c'était une réaction inflammatoire qui se mettait en place. Et que au milieu, justement, entre cette première et cette deuxième semaine, c'était là que tout se jouait. Soit l'organisme avait suffisamment de défense pour arrêter le virus, soit il allait se passer quelque chose et la réaction inflammatoire se lançait. On a vu ensuite que peut-être que l'attaque du virus, elle n'était pas que comme celle de la grippe, que le virus attaquait aussi les centres nerveux. Donc, on a vu qu'il y avait l'anosmie, la gueusie, donc les paires crâniennes. On pense toujours qu'il y a peu d'infos là-dessus, mais on pense que ça peut être une attaque directe du tronc cérébral qui ferait que le patient n'aurait plus de réponse, enfin de signe d'alerte de polypnée, par exemple, ou de tirage respiratoire, alors qu'il a une saturation d'oxygène qui diminue, alors qu'il a une hypoxémie vraie au niveau de ses tissus. La deuxième hypothèse, enfin, la deuxième explication de physiopathologie qu'on a eue, c'est ensuite l'attaque virale des globules rouges, avec libération d'hème, avec libération surtout de l'ion fer qui allait se déplacer et se déposer au niveau des petits capillaires, entraînant toute une série de lésions. Donc une attaque aussi bien rénale, une attaque pulmonaire, une attaque de la microcirculation au niveau de la peau, avec par exemple des lésions cutanées que les dermatologues ont commencé à décrire. Et on s'aperçoit que c'est quasiment des attaques de crise vaso-occlusive qu'on peut avoir dans les drépanocytoses. Toutes ces choses-là, ça entraîne beaucoup de conséquences et c'est peut-être des lésions, celles-là, qui vont persister. On voit que des patients ont des douleurs thoraciques, des dyspnées d'effort et tout ça, c'est probablement des shunts et on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va disparaître. Si on reprend la prise en charge du Covid-19 de façon basique, là c'est vraiment le tout début de la maladie, on nous a expliqué ça, donc on avait les signes, les nouveaux signes qu'on découvrait c'était l'anosmie, la gueusie, on voyait aussi qu'il y avait des formes digestives, de diarrhée, qu'il y avait aussi des formes de confusion, on a trouvé aussi aux États-Unis qu'il y avait des encéphalites vraies, on a vu qu'il y avait aussi des myocardites, des péricardites. Donc ça, c'était les signes de la maladie. Pas de signe de gravité. À ce moment-là, ce qu'on disait au médecin généraliste, c'est que vous n'avez pas de signe de gravité sur votre patient, il n'y a pas de signe d'infection, vous confinez votre patient. Ou sinon, si vous avez des signes un petit peu d'infection respiratoire basse, quelques crépitants, vous confinez et puis vous réévaluez bien à ce fameux 5e, 7e jour. Vous faites bien attention. Pas grand-chose pour le suivi, simplement une saturation. Saturation 1 fois par jour, saturation 2 fois par jour si vous pensez que votre patient pouvait s'aggraver, par l'infirmière à domicile en particulier. Il y avait certains centres qui demandaient aux patients de revenir tous les 2 jours, et en particulier entre J5 et J7. Le bras de gauche, le patient a des comorbidités ou des signes de gravité. À ce moment-là, il est admis aux urgences, il aura une PCR, il aura probablement un scanner et il va bénéficier d'oxygène soit dans le service de médecine, soit à partir de 3 litres, 3-5 litres en unité de soins continus, en surveillance permanente avec le scope ou carrément en réanimation s'il avait besoin
d'oxygène en ventilation non invasive ou en intubation. Donc ça, c'était les choses simples qu'on avait. On vous avait dit de faire attention, de vérifier, parce qu'on avait justement ces signes de saturation pour lesquels il fallait s'alerter à 94%, une fréquence respi à 22, qui n'étaient pas du tout les signes d'alerte qu'on a l'habitude de voir. Hein. Signe d'alerte, ça va être autour de 88 de SAT et 40 de fréquence respi. Donc, on vous avait alerté là-dessus en disant que faites attention, on peut avoir des patients très graves qui ont pourtant des fréquences respi et des SAT qui ne sont pas alarmantes. Quelles sont les lésions qu'on a vues au scan? On reparlera de la sensibilité et spécificité du scan et de la PCR. En tout cas, je pense qu'on est bien tous d'accord maintenant. Hein, la Société française de radiologie nous l'a répété. On l'a vu partout. Ces images, c'est le verre dépoli. Donc ça, c'est le verre qui est un peu blanchi. Donc on voit ces images un peu partout. Parfois, on peut avoir des condensations. Ce qui était vraiment typique, c'était que c'était périphérique, que c'était bilatéral, qu'il n'y avait pas d'épanchement pleural et pas d'adénopathie. C'était vraiment les signes qui faisaient dire que c'était vraiment une infection virale. On arrivait à une bonne sensibilité quand on avait une CRP élevée, des images de scan comme celle-là. En gros, on expliquait qu'il y avait 3 phases. La première phase, on commençait à avoir des lésions verres dépolies, surtout périphériques. Hein. Donc, sur cette image de Day 0, ce n'est pas tout à fait la caractéristique qu'on voit. On va vous en remontrer après. C'est plutôt l'image de D où vous avez l'image en verre dépoli qui commence à apparaître. Ensuite, ça va ferait B. Ensuite, on en a un peu partout. Vous avez bien noté qu'en fait, ça commence vraiment à J3 qu'on commence à voir les images de scanner. Ça, on en reparlera. Il y a une étude danoise qui dit qu'on peut voir à l'écho 2 jours avant ce que voit le scanner. Mais on n'a pas encore les résultats. Ce que nous dit l'HAS dans le dernier communiqué du 8 avril, vous êtes tous au courant, hein, il ne nous recommande pas d'utiliser l'échographie thoracique à des fins de diagnostic du Covid-19. Donc le message, il reste clair. Aujourd'hui, pour diagnostiquer un Covid, c'est une PCR et un scanner. Si on revient 2 minutes sur l'indication d'échographie thoracique, on voit que ceux qui ont écrit le papier ne connaissent pas l'utilisation réelle de l'échographie pulmonaire actuellement en réanimation, puisqu'ils disent qu'on regarde les complications de la ventilation de type pneumothorax. Ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus de pneumothorax en ventilation mécanique. On ventile avec des petits volumes, donc ça, on n'a plus ces problèmes-là. D'évaluer les empanchements pleuraux, ça c'est véritablement des indications qu'on retrouve de l'échographie pulmonaire, pleuropulmonaire, aux urgences, le pneumothorax et l'épanchement pleural. En réanimation, on en reparlera, on regarde d'autres choses. Donc, on ne va pas épiloguer là-dessus. On va regarder ce qu'il y a d'autre comme études. Donc, il y a surtout des études italiennes. Daniel nous dira, eux, ils ont réussi quand même à trouver le temps pour écrire un petit peu et ils nous disent voilà, que l'échographie pulmonaire, ça peut nous aider. Bien sûr, à aller chercher les lésions, diminuer les risques d'exposition, répéter les échos pour pouvoir avoir un suivi, que ça ne coûte pas cher et qu'on peut l'utiliser partout, donc en particulier dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'argent ou autrement, même dans des endroits où on n'a pas accès à du scanner, comme par exemple dans les cabinets médicaux où c'est plus facile d'accès. On va revoir tout ça. Moi, j'étais partie sur cette appréciation de Giovanni Volpicelli, qui est un membre actif de WinFocus, qui nous proposait vraiment la place de l'échographie pulmonaire dans la maladie Covid selon trois choses. La première, c'était le triage. La deuxième, la quantification des lésions. Et la troisième, la surveillance en réel. On verra qu'on pourra l'utiliser encore pour d'autres choses et on est en train d'ouvrir d'autres portes. Mais d'abord, revoyons ces trois indications que nous avait proposées à Giovanni Volpicelli. La première, c'était dans le triage, qu'en fait, on s'aperçoit que l'écho, on peut la mettre un peu partout et qu'elle peut bien nous aider. Dès le début, qu'on ait des signes de gravité ou pas, on sait qu'il y a des patients qui sont asymptomatiques, qui ont des lésions pulmonaires au scanner. Les Chinois nous ont bien montré ça. Au début de la maladie, comme à la fin de la maladie, on peut avoir des patients qui ont des scanners avec des lésions pulmonaires jusqu'à un mois après. Donc, c'est la même chose pour l'écho, on pourra avoir des lésions. Nous, ce qui nous intéressait d'abord, c'était dans le dépistage, c'était de voir si on avait des lésions pulmonaires et pas de signe de gravité, savoir qu'on allait peut-être surveiller de façon plus rapprochée ces patients, surveiller avec, comme je vous disais, la saturation en oxygène, envoyer l'infirmière qui allait peut-être passer 2 fois au lieu de passer qu'une fois, et avoir une surveillance plus adaptée de nos patients. L'écho pulmonaire à J5, J10, ça, je pense que c'était véritablement quelque chose d'important. On a vu qu'à Nantes,
non, c'est à Angers, pardon. À Angers, ils avaient défini des tentes à l'entrée de l'hôpital et ils demandaient aux patients, un petit peu comme quand on est assigné à résidence, repasser tous les 2 jours pour avoir une analyse à la fois clinique et échographique pour suivre les patients tous les 2 ou 3 jours pour bien être sûr qu'on n'allait pas arriver avec des patients qui étaient déjà en état grave. Bien sûr, on peut aussi réaliser l'échographie pulmonaire à l'admission aux urgences et on attend véritablement l'étude des Parisiens. Ça fait 3 semaines qu'on les attend, c'est extraordinaire. Ils ont inclus en 2 semaines. Ensuite, il faut écrire le papier en ayant les patients, en étant vraiment sur le terrain à 100%. Donc là, ils ont envoyé le papier d'études cliniques vendredi. Donc on aura la publication cette semaine assurément. Donc je pense que pour vendredi, on aura Mehdi Benchoufi qui pourra nous expliquer. Ils ont fait de l'écho pulmonaire à l'arrivée aux urgences, couplé donc à la PCR et au scanner. Donc, on va avoir des corrélations aussi bien avec les signes cliniques, aussi bien avec les images qu'on va retrouver au scanner. Ils nous proposent également de voir la facilité de réalisation de l'écho pulmonaire pour des gens qui n'en avaient jamais fait. On va voir qu'en fait, je pense que j'attends les résultats par rapport à ça, mais j'ai retrouvé une étude sur l'échographie et la pneumopathie liée à la grippe aviaire H1N1. Et ils expliquaient qu'il fallait, en gros, que c'était très facile, que ça prenait à peu près 5 minutes et que la courbe d'apprentissage, à partir de 10 observations, on pouvait considérer qu'on savait reconnaître un syndrome interstitiel. Ce syndrome interstitiel, parlons-en, et comment faire le triage. Il y a cette photo qui nous a été envoyée par nos amis espagnols de Murcie, qui ont reproduit sur cette photo ce que leurs amis madrilènes avaient envoyé. Ils nous ont fait un schéma qui est assez simple. Alors, on reverra tout à l'heure avec Daniel Lichtenstein qu'il y a des choses comme les profils B, des choses comme ça. Il y a plein de mots qui ne sont pas exactement les mêmes. Ce qui est véritablement important, c'est les images. Et vous avez tous compris avec ces images-là. Sur la première image, nous avons des lignes A, on va les revoir, on va revoir ce que c'est. Elles sont horizontales. Dans la deuxième image, donc le stade 1, on va avoir des lignes B supérieures à 3. On peut les compter dans cet espace intercostal. Ensuite, donc là, on commence déjà à avoir un syndrome interstitiel. Ensuite, on passe à un syndrome interstitiel sévère avec plus de 6 lignes B. Et cette irrégularité de la ligne pleurale que Daniel nous expliquera tout à l'heure. Et enfin, la consolidation. Consolidation, c'est une hépatisation du poumon, c'est-à-dire que le poumon ne ressemble plus à quelque chose de transparent, c'est-à-dire à des lignes horizontales, mais à une échogénicité proche de celle du foie, avec en plus ces petits points blancs, vous voyez, qui sont du bronchogramme aérique. Donc l'idée, c'était véritablement, vous voyez un syndrome interstitiel, vérifier dans quel cadran, systématiser votre étude et en fonction, prenez soin de surveiller particulièrement vos patients à partir du moment où ils commencent à avoir plus de 3 lignes B. Le message était assez simple. Donc le triage, qu'est-ce que c'était pour eux? C'était devant un afflux massif de patients. Si vous voyez les vidéos, on a un peu l'impression qu'ils ont ouvert la rame de métro ou la rame de tram. On voit les gens arriver tout d'un coup. Il faut les trier. Il faut pouvoir savoir qui est Covid-, qui va rentrer à la maison parce qu'il n'y a pas de signe de gravité. Donc le temps d'attendre le résultat de la PCR. Qui va nécessiter un isolement en médecine et qui va nécessiter une prise en charge en soins intensifs ou soins continus. Donc, ils faisaient l'échographie pour avoir, avec les critères que je viens de vous montrer, savoir où est-ce qu'ils adressaient les patients. La deuxième idée, c'était la corrélation entre les signes cliniques et la nécessité d'intubation et les signes échographiques et scanners. Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement les images là-dessus. C'est ce qu'on vous disait, quand on a des condensations pulmonaires, on s'attend effectivement à avoir des patients qui désaturent et on s'attend à avoir des patients qui vont avoir besoin d'unités de soins continus, voire de réanimation. Ce qu'on vous disait aussi, c'était vraiment de retenir que l'évolution de cette maladie, elle est complètement erratique. C'est-à-dire que vous voyez des images aujourd'hui, vous pensez que demain, ça va s'aggraver, et en fait, c'est l'inverse. Ou à l'inverse, vous avez des petites images, et puis demain, vous avez des grosses images, et votre patient est déjà intubé. Donc,
c'est vraiment important de le surveiller. On vous a vraiment incité à faire ça, à revoir vos patients tous les 2 jours, tous les 3 jours pour un examen clinique et pour un interrogatoire et pour une saturation. La troisième chose, c'est le monitorage. Le monitorage, c'est soit, donc je vous disais, quand on est en ambulatoire, mais c'est aussi en réanimation. En réanimation, pourquoi on fait l'échographie pulmonaire? On l'a fait parce qu'on va faire des manœuvres de recrutement, c'est-à-dire quand on a des zones qui sont atelectasiées ou qui commencent à se condenser, ben on essaye de mettre une pression expiratoire positive qui permet justement de recruter ces zones-là et de les réouvrir, de les réaérer. On utilise aussi l'échographie pulmonaire en réanimation pour monitorer le décutis ventral. Pourquoi? Parce que le décutis ventral, ça nécessite beaucoup d'hommes pour pouvoir transférer votre patient de décutis dorsal à décutis ventral, et on a besoin de savoir si c'est effectif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va retourner notre patient, on va vérifier que les zones postérieures qui étaient condensées vont bien se réaérer. Donc ça, c'est des images qu'on vous a montrées, que vous pourrez revoir dans les visios précédentes avec des images d'Arnaud Germain du CHU de Bordeaux, là, de réanimation thoracique, qui nous montraient bien qu'il y a des patients qui répondent très très bien au décutis ventral et d'autres pas du tout. Voilà. Donc en gros, le take-home message, le message qu'on ramène à la maison, c'est que le dépistage, c'est la PCR plus le scanner, ça on ne revient pas là-dessus, mais nous, on peut faire avec l'écho, on peut faire du triage quand on a un afflux massif de patients, on peut faire du dépistage de lésions pulmonaires chez les patients en ambulatoire, ça nous permet d'améliorer notre suivi et également de suivre les patients en réanimation. Donc ça, on vous le dit à chaque fois, hein, c'est protégez-vous, nettoyez votre matériel, hein, ça, les mesures de protection, c'est toujours à adopter. Maintenant, on va passer sur la session échographie pulmonaire en pratique. Donc, l'échographie pulmonaire en pratique, on va vous montrer les positions de sonde qui sont recommandées actuellement avec les propositions donc, du SURF, dont Daniel nous expliquera tout ça, et on vous montrera aussi d'autres positions de sonde qui sont proposées, et Daniel nous expliquera à expliquer dans ses multiples livres et articles pourquoi on utilise simplement 3 positions de sonde. Donc aujourd'hui, on retrouve 3 zones d'examen, la zone antérieure, la zone médiane et la zone postérieure, latérale plutôt. La zone antérieure, c'est la zone 1, elle est située sur la partie antérieure du thorax, entre la ligne sternale et la ligne axillaire antérieure. La zone 2, qui est la zone latérale, est située entre la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire postérieure, et la zone 3 en arrière. Dans le Blue Protocol, le SURF nous propose une technique ultra simple, puisque vous considérez que vous prenez les mains de votre patient. En gros, pour un patient qui mesure entre 1,65 et 1,90, vous avez à peu près la même taille de vos mains. Donc, vous positionnez les 2 mains sur le thorax et au niveau du 3e espace intercostal, entre l'index et entre l'annulaire et le majeur, pardon, et de vos 2 mains, vous pouvez positionner votre sonde. Ça vous permettra d'analyser la zone 1, donc la zone antérieure, avec des positions antérieures, supérieures et inférieures. Pardon. La deuxième position proposée dans le cadre du Blue Protocol, c'est de prendre cette deuxième position de sonde et de glisser en arrière de la ligne axillaire postérieure pour pouvoir aller analyser la zone postérieure. Et vous devez encore un petit dogme par rapport à ça, c'est que pour pouvoir analyser les images et que standardiser les choses, le SURF vous propose de prendre toujours un espace intercostal, c'est-à-dire que vous avez de part et d'autre les côtes avec une ligne hyperéchogène qui représente l'écho des côtes, et au milieu vous avez donc la ligne pleurale qui est la ligne blanche, et là vous avez bien un espace intercostal. C'est le site de la chauve-souris, vous pouvez bien imager, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir prendre la sémiologie d'étude de l'échographie pulmonaire.
On revoit une image, toujours la même standardisation, avec de part et d'autre vos cônes d'ombre postérieures en arrière des côtes, et au milieu, votre ligne pleurale et les artefacts de répétition de la ligne pleurale, qui sont les lignes A, c'est-à-dire ce sont des lignes horizontales à équidistance entre la peau, la même distance que vous avez entre la peau et votre ligne pleurale. Vous avez une répétition de ces lignes horizontales. Ce sont les lignes A. Pour avoir un poumon normal, il faut que cette ligne pleurale soit mobile, ce que vous ne voyez pas sur cette image, mais c'est écrit. Voilà. Hop. Ici, vous allez voir sur cette image que ça bouge. Donc, vous avez bien les cônes d'ombre postérieures ici de part et d'autre, avec les côtes. Ensuite, vous avez la ligne pleurale ici, qui est bien mobile. Et ensuite, vous voyez bien à équidistance entre la peau et la ligne pleurale se répéter les lignes A, qui sont des lignes horizontales. Vous voyez ici, vous avez 3 lignes horizontales. Voilà. Donc là, vous avez un poumon à cet endroit-là qui est normal. Les lignes B maintenant, puisque nous avons pris le parti de vous expliquer l'échographie pulmonaire dans le prisme de la prise en charge de la maladie du Covid, donc de vous expliquer ce qu'est le syndrome interstitiel, comment il apparaît en échographie. Il apparaît sous forme de lignes B multiples à partir de 3, ce qu'on vous disait. Donc les caractéristiques de ligne B, il faut avoir ces 7 caractéristiques pour pouvoir véritablement dire qu'on parle de ligne B. Il s'agit d'un artefact en queue de comète qui est lié de la ligne pleurale, donc à partir d'en haut, qui est bien défini tel un rayon laser, étroit et fin, qui est hyper échogène, donc véritablement blanc, qui est long et continu sans épuisement jusqu'au bord inférieur de l'écran. Donc ça, c'est important d'avoir une certaine longueur, à peu près 10 cm de profondeur, qui est mobile avec le glissement pleural, ce que vous ne voyez pas ici sur cette image, je vais vous en remontrer, et qui efface les lignes A. Ça veut dire que vous ne voyez pas les artefacts de répétition des lignes A. C'est très important d'avoir toutes ces caractéristiques. Pour voir un syndrome interstitiel, si vous avez, comme sur l'image de gauche qui nous a été donnée par Thierry Diez, un médecin généraliste de Marseille, vous avez une seule ligne B, il ne s'agit pas d'un syndrome interstitiel, on ne peut pas dire qu'il s'agit de pathologie ou pas. À partir du moment où vous avez les images sur la droite, qui sont issues des livres ou des articles de Daniel, vous avez sur l'image du milieu plus de 3 lignes B, on appelle ça des fusées pleurales, il s'agit déjà d'un syndrome interstitiel. Sur l'image de droite, vous voyez plus de 6 lignes B, vous avez une distance qui est réduite entre les lignes B, qui est moins de 3 mm entre elles. On parle alors de syndrome interstitiel sévère et de fusée dépolie. Cette image de fusée dépolie est corrélée à l'image de scanner en vert dépoli. Il y a la cousine de la ligne B, qui est la ligne Z, que Daniel vous décrit comme étant une ligne Z bien laide. Donc, je vous montre les images que Daniel nous avait envoyées ces jours-ci, puisqu'il n'était pas disponible, il nous envoyait des images au fur et à mesure. On a essayé de les intégrer. Donc, je vais vous donner les caractéristiques de la ligne Z, contrairement à la ligne B. C'est véritablement un artefact en queue de comète également, qui naît de la ligne pleurale. Ce sont les 2 caractéristiques qu'ils partagent avec les lignes B, mais ils ne partagent pas les 5 autres, c'est-à-dire qu'elle est mal définie, elle n'est pas hyper échogène, elle est courte, elle s'arrête, elle est immobile non synchronisée au glissement pleural, ça je ne vais pas vous le montrer sur cette image, et elle n'efface pas les lignes A que l'on voit apparaître ici et ici. Voilà. Donc ces lignes Z, ce n'est pas un marqueur de pathologie, c'est un véritable parasite. C'est pour ça qu'ils l'ont nommé Z, puisque c'est à la fin de l'alphabet. Voilà. Vous pouvez retrouver les vidéos qui vous expliquent comment faire l'échographie pulmonaire. C'est des vidéos qu'on a mis il y a plus de 3 semaines maintenant, quand on a commencé. Vous pouvez aussi retrouver toujours sur la chaîne de Med Tandem les visioconférences des fois précédentes. Vous pouvez aussi retrouver maintenant sur le blog de Med Tandem les informations concernant les études cliniques en cours. Si vous pouvez vous inscrire également sur contact@medtandem.com pour l'étude clinique de Yannick en particulier, de Yannick Schmitt, on va vous en reparler. Vous allez trouver plein d'infos en fait sur notre blog. Voilà. Donc, parlons maintenant véritablement de l'échographie pulmonaire dans la maladie du Covid, avec la corrélation entre les images de scan et les images d'écho. Je vais laisser la parole à notre chef imagerie. Gervais, c'est à toi la parole.
Je vois que tu es en t-shirt à San Francisco, c'est chouette C'est la vie. génial. Ouais. Si c'était vrai, ce serait bien. Bonjour à tous. Alors, donc, on va juste faire la corrélation entre les images scanner et tout ce qu'a superment présenté Lucie à propos du syndrome interstitiel dans le Covid. Donc, je vais partir de l'image de scanner que vous avez à droite. On voit un syndrome interstitiel. Donc, on a des petites images en verre dépoli en haut et en bas sur le poumon gauche qui ne sont pas très étendues. On voit effectivement aussi qu'elle passe entre juste, il y a l'espace juste d'un espace intercostal. On va voir à côté les images dont parlait Lucie. Donc, effectivement, on prend comme repère toujours un espace intercostal pour pouvoir dire tous la même chose. Donc, on voit les côtes, l'ombre derrière les côtes. On voit la ligne pleurale qui est mobile et on arrive à voir plusieurs lignes B. On arrive à en compter au moins 3 ou 4. Donc, c'est ce qu'on peut parler. On peut parler alors à ce moment-là de fusée pleurale. À ce moment-là, on est devant un syndrome interstitiel. C'est pas comme l'image dont on avait parlé ici tout à l'heure, où il y avait juste une seule ligne B qui, à ce moment-là, n'était pas du tout un syndrome interstitiel. Là, on commence à être dans un poumon qui est plus du tout sec. Donc ça, c'est la première phase du Covid. Là, sur cette deuxième image, on voit déjà sur des images de scanner des images en verre dépouille qui sont beaucoup plus étendues, presque un petit peu, limite un petit peu condensées, mais bon, ça c'est un peu technique. Donc on va passer sur l'image d'échographie. Donc effectivement, on va toujours garder notre repère habituel avec les côtes, la côte, le cône d'ombre derrière les côtes. On voit l'autre côte, donc on est sur deux espaces intercostaux. Là, effectivement, on voit nos lignes B qui sont quasiment confondues, qui ont moins de 3 mm d'espace entre elles, on a l'impression de les voir passer sur chaque espace intercostal. Elles sont très nombreuses. Là, on peut parler de fusée dépolie. Donc là, on est devant un syndrome interstitiel qui est beaucoup plus étendu. Voilà, c'est exactement les images qu'avait montré tout à l'heure Lucie, mais plutôt en dynamique. Donc, un signe dont beaucoup de monde a parlé dans le Covid, c'est ces fameuses irrégularités de la ligne pleurale dont vous nous parlez, Daniel, tout à l'heure. Donc, vous voyez votre ligne pleurale qui, au lieu d'être bien linéaire comme sur les autres images, on a des petits décrochés hypoécogènes. En face de ces décrochés, on voit des lignes B qui partent directement de ces. Donc, on peut penser que ça peut être des petites microcondensations, mais Daniel va nous en parler un petit peu plus. Mais c'est un signe qu'on retrouve très souvent dans les maladies à Covid-19. Donc là, c'est une image de consolidation. Donc là, on arrive dans une phase qui est beaucoup plus évoluée. Donc on voit cette fameuse image, on voit une partie hypoécogène. On a perdu la ligne pleurale. On voit une espèce de des petits piquetés hyperécogènes qui correspondent à un bronchogramme aérique. Là, vraiment, on est dans une phase où il n'y a plus de poumon sec. Là. Voilà, très bien. Donc là, je vous montre juste une petite image. Ça, c'est un patient qu'on a fait chez nous. C'était une suspicion de Covid, mais ce n'est pas un Covid. Là, c'est une pneumopathie bactérienne. Mais c'était juste pour montrer l'image de pneumatisation, d'hépatisation du poumon, pardon, pneumatisation du foie. Donc, à droite, vous avez la rate. La rate a la même écogénicité que le foie. Donc, c'est pour ça que. Et là, vous voyez votre poumon qui est pas du tout. Là, on voit qu'il n'est pas du tout aéré. On a une espèce de masse. On a l'impression qu'on a une masse équivalente à celle de la rate. Voilà. Et vous voyez sur l'image de scanner. Voilà. Donc, ça, c'est toujours le même patient, sur un secteur beaucoup plus postérieur. Là, effectivement, on voit que c'est encore plus élevé parce qu'on a un épanchement pleural. Les épanchements pleuraux ne se voient qu'dans les phases très évoluées de Covid-19. Donc, on a un épanchement pleural, on a une espèce le poumon est plutôt, et on dirait une espèce de masse avec un bronchogramme aérique. Là, il y a une très grosse consolidation. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'était pour vous remettre un petit peu une image d'épanchement pleural. Ça, c'est un autre patient qui avait tout à fait une autre pathologie. Mais c'est juste pour que vous ayez l'image en tête de l'épanchement pleural. Et surtout pour vous dire que si vous voyez un épanchement pleural, en phase précoce de Covid, vous pouvez plutôt penser à un diagnostic différentiel. Voilà, voilà pour ma petite partie.
Maintenant, je vais vous présenter, toujours dans le cadre de l'échographie pulmonaire et le Covid, une étude clinique, enfin, ce n'est pas une étude clinique, c'est une proposition, on va dire, des Italiens qui nous proposent de standardiser de façon différente de celle que proposait le SURF, comme je vous ai montré. Le SURF, c'est une proposition qui a été mûrement réfléchie et Daniel va nous réexpliquer ça. Ici, vous avez une proposition des Italiens. Moi, j'aurais tendance à dire, ils vous demandent de faire toute cette analyse avec tous ces points pour, au final, probablement revenir sur les points que le SURF propose. C'est-à-dire, on peut prendre plein de points et au final, on va s'apercevoir que les plein de points ne servent pas forcément à grand-chose. On a en particulier l'étude de Paris où ils ont fait 2 positions antérieures, 2 positions latérales et 2 positions postérieures. Donc, ils en ont fait 2 de moins que ce que nous propose cette étude italienne. Et ils viennent de nous dire qu'en fait, ils avaient fait au final avec 8 points, c'est-à-dire 8 points généraux pour l'ensemble du thorax. Donc, les positions de sonde, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé d'autre? Et ce qui m'intéressait de vous montrer aujourd'hui, c'était véritablement en plus les scores qu'ils ont proposés. Donc, le score 0, c'était un poumon qui est normal, avec une ligne pleurale qui est continue, régulière et mobile, et des artefacts horizontaux de ligne A. Ensuite, on passe à un score 1. Alors, on va reparler de cette ligne B. Là, Daniel va nous expliquer ça. Une ligne pleurale indentée plutôt. Et au niveau des indentations, on voit ces lignes B qui commencent à apparaître. Sur le score 2, on a véritablement des fusées dépolies puisqu'on a des lignes B multiples et ces décrochages de lignes pleurales qui définissent carrément de fractures qui sont des petites zones de microcondensation avec ces fusées dépolies. Et le score 3, où là, on commence à voir apparaître des consolidations et véritablement les fusées dépolies multiples. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, j'avais un petit cas clinique à vous présenter, ensuite je laisse la parole à Daniel. C'est un petit cas clinique qui est sorti en Corse, c'est les Italiens qui nous ont sorti ça, c'est un petit case report, ça va aller très vite. Après, je laisse la parole à Daniel. Un patient de 52 ans qui arrive avec une toux, une asthénie, des céphalées, des myalgies, une photophobie, donc bon, des signes d'atteinte virale. Il a eu des contacts nombreux de Covid avec des Chinois à l'époque, des Italiens de zones de foyer de contamination. Et il arrive avec 90% de saturation en air ambiant. À l'examen clinique, il a déjà des crépitants bilatéraux. Ils font une radio pulmonaire. Ils trouvent des signes un peu périhilaires, la lymphopénie. La PCR est positive. Ils font une échographie pulmonaire. Qu'est-ce qu'ils retrouvent? Une irrégularité de la ligne pleurale sur les 2 hémithorax avec des zones non pathologiques, des zones indemnes et des lignes B confluentes dans certains endroits. Donc, véritablement, les signes cliniques, enfin les signes échographiques du Covid. À l'inverse, ils ont une dame de 38 ans qui arrive avec un syndrome grippal également, une fièvre élevée, des myalgies, des arthralgies, une toux. Elle a eu de nombreux contacts avec des patients Covid. En revanche, elle a une PCR négative et il retrouve ces images avec cette ligne pleurale qui est mobile, avec ces artefacts de répétition sous forme de ligne A et une seule ligne B dans un cadran, ce qui ne retient pas l'attention puisqu'on sait bien que ça ne correspond à rien. Et donc, Élise, vous voyez, cette patiente n'a aucun signe clinique, signe échographique de maladie de Covid, donc c'était pour noter ça. Voilà. Donc, on a vu, nous, de nombreux cas cliniques depuis les 4 dernières semaines, avec pas mal de lésions. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Daniel, qui va, je vais lui rendre l'écran également, qui va nous parler. Bonjour Daniel, je sais que tu es là, j'ai vu que tu étais là. Maintenant, tu voilà, es un NAS. Bonjour Lucie. Voilà, maintenant que tu es un NAS de Zoom. Un astico, hein, j'ai encore à apprendre. Donc, écoute, je te laisse la parole. Alors, on s'est dit, au début, on voulait faire la minute de Daniel, la minute du surf. Puis, on s'est dit qu'une minute, c'était trop court. Et on a discuté avec Daniel depuis ces dernières semaines. Il était très occupé. Ce soir, il nous fait le plaisir d'être avec nous. Et donc,
en faisant la présentation tout à l'heure, il me dit qu'est-ce que c'est que cette irrégularité de la ligne pleurale. Nous n'avons pas retenu ce terme-là. Donc, Daniel, explique-nous pourquoi vous n'avez pas retenu ce terme-là et à quoi ça correspond, cette irrégularité de la ligne pleurale. Je te remercie. Alors, merci de me donner l'antenne. Donc, on va essayer de faire notre mieux. Et rien ne vaut des images. J'avais plusieurs choses à commenter très rapidement, mais parce qu'il faut noter les choses. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Au surf, on essaye de simplifier une science qui n'est pas simple. Je le dis, je l'écris, mais autant ne pas la compliquer. Alors, déjà, on utilise une machine dont vous allez voir les qualités d'imagerie de cette machine très simple et qui existe depuis très longtemps. Je voulais juste dire que les lignes B au surf sont pathologiques quand elles sont supérieures à 2. Si vous entendez des gens qui vous enseignent qu'elles sont pathologiques quand elles sont supérieures à 3, vous leur posez simplement la question, en italien ou la langue que vous voulez, ou en chinois, qu'est-ce que vous faites si votre patient a 3 lignes B? Il n'est pas malade alors. Et en fait, il a le syndrome interstitiel. Donc, le bon chiffre, c'est 3. À partir de 3. Et on appelle ça des fusées septales, puisqu'elles représentent les lignes B de Kerley. Et comme tu l'as très bien popularisé, fusée dépolie, parce que dans ce terme simple, on sait que les fusées sont dépolies et correspondent aux lésions en verre dépolies. Alors, le surf a une approche de la consolidation qui simplifie au maximum. C'est-à-dire déjà, il va poser sa sonde dans des endroits particuliers. Le point PLAPS, c'est là où on récupère 90% des consolidations belles, grosses. On va voir ce que veut dire grosse dans quelques instants. Et sur la paroi antérieure, on peut voir des consolidations qui sont plus petites ou beaucoup plus petites. Alors, le signe de la ligne pleurale épaissie et irrégulière, c'est une création italienne qui parle, évidemment. C'est mieux que rien parce qu'on voit bien que la ligne pleurale est épaissie. Moi, je pose la question, elle est épaissie par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose, une image structurelle? C'est tout simplement parce que l'image structurelle est du syndrome alvéolaire. Comme je l'ai vu sur les images, et je vais essayer de partager l'écran pour montrer des images, alors attention, suspense. J'appuie d'abord ici et ensuite là. Et je vais essayer de récupérer. Eh bien, ça a l'air de marcher. Là, vous avez tout mon, comment on appelle ça, tout mon bordel. Exactement, Daniel, on voit tout. Bien. Tu nous donnes envie. Alors, ah bah, faut venir chez moi, c'est pareil. Enfin, au bureau. La maison est bien rangée. Alors, voilà une image qui va vous montrer. Elle est un peu grise, hein, j'ai pas pu la travailler. Elle montre très simplement. Bon, on voit une côte et un peu moins bien l'autre côte. C'est la qualité que j'ai avec ma sonde polyvalente qui permet de faire une échographie corps entier, c'est-à-dire y compris le cœur, les veines et l'abdomen. Et on voit très bien avec cette sonde, malgré ce que m'a dit mon ami Luca Neri, qui pense qu'il faut absolument la sonde linéaire dite vasculaire, je lui réponds, ben non, moi je vois très bien la ligne pleurale et je vois très bien qu'ici, elle est irrégulière, déchiquetée, épaissie. Et elle est épaissie par des lésions alvéolaires qu'on a appelées au surf des lignes C. Parce que au lieu d'avoir des lignes A, au lieu d'avoir des lignes B qui sont droites, on a des lignes C qui sont curvilignes. Tant que la consolidation ne donne pas un aspect pseudo-tissulaire, comme tu l'as montré avec la rate et le foie, quand elle est trop petite pour montrer cet aspect tissulaire, on s'assied sur ce signe, élégamment, et on définit une consolidation comme étant une image de type, voilà, c'est une autre diapo, celle-là c'est une diapo du surf. Alors donc vous la voyez, elle emplit l'écran là, c'est ça? Bien, eh ben, super. Oui, exactement. Donc là, on a un exemple de ligne pleurale épaissie qui donne une ligne C. Ici, on a des lignes C très petites, c'est-à-dire millimétriques, qu'on voit très bien avec mon équipement. Et là, on a une consolidation qui ne mérite plus le nom de ligne C parce qu'elle est suffisamment volumineuse pour qu'on voit le côté
tissulaire. Enfin, ce n'est pas du tissu, c'est du liquide, hein, mais ça ressemble à du tissu. Donc, ces trois images ont en commun tout simplement d'être de type fractal, c'est-à-dire que la limite postérieure de ces lésions, ici très grosse, ici toute petite et ici minuscule, eh bien, ça donne cette image fractale et on définit comme ça le syndrome alvéolaire. On ne cherche pas à voir s'il y a des bronchogrammes aériens parce qu'on complique. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ça ne change pas. Et on pourrait encore compliquer parce que les bronchogrammes aériens, après, on va définir s'ils sont statiques ou dynamiques et on rentre dans les choses compliquées qui ne nous intéressent pas à notre stade de dépistage de la maladie aux urgences ou même au cabinet du généraliste. Donc, voici la définition du syndrome alvéolaire. Quand le syndrome alvéolaire est massif, on ne va pas passer du temps parce que, oups, on va pas passer du temps parce que alors, je vais arrêter de partager. Je ne vais pas passer du temps sur le syndrome alvéolaire massif parce qu'il est peu fréquent dans la maladie. Bon, je ne vais pas vous faire perdre du temps parce que là, j'ai perdu la main et Zoom est trop compliqué. Voilà, pour mon esprit. Bon, ici, on a la ligne pleurale qui est ici, une consolidation. Alors, celle-ci, ben voilà, je ne l'ai pas choisie, elle n'a pas de bronchogramme aérien, donc peu importe ce signe qui n'est pas indispensable. Et on voit le poumon tout entier. C'est-à-dire qu'on n'a pas une limite fractale entre une masse consolidée et des artefacts derrière. On voit le poumon, il n'y a pas plus simple comme signe, on a appelé ça le signe du poumon. Parce qu'on le voit alors qu'il est tout à fait anormal de voir un poumon en échographie normale. On ne doit pas voir 1 mm3. Signe du poumon, mais on ne va pas insister puisqu'on ne le voit pas trop dans le Covid au stade où le généraliste voit la maladie. Je pense avoir dit l'essentiel. Après, je serai trop bavard. Tu as encore un peu de temps, Daniel. Hein. C'est très Alors, intéressant ce que tu nous montres. Tu peux continuer. Il est ben, 47. On a encore 10 minutes. Hein. c'est Alors, surtout que s'il y a des questions, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez aussi lever la main, poser des questions, prendre le micro. Mais au moment, Daniel, vas-y, continue. Hein. On est tout bon. oui. Et puis, je me fais la main sur Zoom, donc win-win, tout va bien. Alors, voici la ligne B, voici une ligne Z. Je vais mettre en boucle. Cette ligne B, on voit qu'elle bouge. Elle glisse avec le glissement pleural. Alors que la ligne Z reste un peu bêtement immobile. Elle n'est pas tributaire du glissement pleural, donc c'est un des éléments qui permettent de la distinguer. Permettez-moi, je vais être franc, d'être un petit peu publicitaire avec cette image parce que regardez la beauté en quelque sorte que me donne cet appareil japonais 1992. On voit les lignes B, je trouve, d'une façon plus convaincante qu'avec les appareils modernes de poche. Je crois que c'est les Butterfly. Autre exemple de ligne B, vous voyez, j'ai l'habitude de cette qualité. Donc, voilà, je vous montre la qualité d'une sonde microconvexe qui montre bien le signe de la chauve-souris et ses fusées multiples ou cette ligne B isolée. Et je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Donc, je voulais vous parler d'une étude qu'on est en train de mettre sur pied avec comme centre de gravité, on va dire, 3 médecins à Strasbourg. En fait, on se pose la question de savoir quelle est la place de l'échographie pulmonaire en médecine générale dans le Covid. Et du coup, l'objectif de l'étude, c'est vraiment d'estimer la prévalence des signes cliniques et échographiques et d'estimer, enfin, de regarder leur corrélation entre ces signes cliniques et échographiques, avec comme petite idée derrière la tête que probablement que les signes cliniques classiques, auscultation,
fréquence respi et SAT sont pas très efficaces, en tout cas dans le monitoring, on va dire, des patients en phase d'aggravation, et probablement que les signes échographiques sont plus fréquents et peut-être plus importants à rechercher pour la prise en charge de nos patients. La méthodologie qu'on a choisie est assez simple, c'est une étude descriptive, transversale, multicentrique. Donc finalement, c'est relativement facile à mettre en place puisque en gros, les investigateurs sont les médecins généralistes en cabinet ou en visite. Donc, quand ils voient un patient qui est entre J5 et J15 de son infection et qui présente des signes respiratoires qu'on a appelés des signes de gravité ressentie, donc un essoufflement, une dyspnée, une oppression, une gêne thoracique, eh ben, il peut l'inclure dans l'étude en décrivant son examen clinique d'une part et une échographie pleuropulmonaire d'autre part. Et donc, le petit plus, c'est qu'on propose d'utiliser un outil de télésurveillance par le biais de l'entreprise Lifen qui nous met à disposition son outil de télésuivi et d'avoir du coup le devenir de ces patients au bout de 14 jours d'évolution de l'infection. On a calculé qu'il nous fallait inclure 115 patients, donc ce n'est pas un chiffre énorme. On a déjà recruté une quinzaine d'investigateurs, donc il nous en faudrait encore une dizaine de plus à peu près pour être pas mal et puis pouvoir se lancer. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à faire un petit mail à MedTandem, donc contact@medtandem.com. Et du coup, on organise régulièrement des petites visios pour présenter l'étude plus en détail aux investigateurs potentiels et revenir un petit peu sur pourquoi on a fait ces choix-là et justement voir un petit peu plus en détail les différents paramètres de l'étude. Je termine juste par vous montrer. Hop là, par vous montrer les partenaires là qu'on a actuellement, que sont la faculté de médecine, l'Université de Strasbourg, MedTandem bien sûr, et le Collège de la médecine générale. Voilà. Très bien, merci beaucoup Yannick. On peut peut-être montrer la petite fiche de recueil. Je ne sais pas si Oui, bien sûr. je l'ai sinon comme tu veux. Tu Ah l'as? bah vas-y, vas-y. Hop, alors, tac, elle était dans ma visio. Hop. Eh ben, ce soir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus? Bah, vas-y, Alain, excuse-moi. Attends, je l'ai là. Hop. Donc, c'est la petite fiche de recueil que je vous ai présentée tout à l'heure avec les 6 positions par thorax. Hop. Voilà, ça c'est en fait notre formulaire de recueil, donc il y a toute la partie interrogatoire, les antécédents, etc., l'examen clinique, et du coup la partie échographique qui du coup est assez visuelle avec ce schéma-là, les 6 points par hémithorax, antérieur, latéral et postérieur, supérieur et inférieur à chaque fois. Et du coup, un scoring qu'on propose d'utiliser, en gros, si l'image est normale, bah, c'est 0. Si c'est moins de 3 lignes B, on note un 1. Si c'est plus de 3 lignes, enfin, à partir de 3 lignes B, je vais y arriver, on note 2. S'il y a des consolidations, on note 3. Présence des lignes A dans tous les champs et l'irrégularité de la ligne pleurale qu'on a souhaité relever également, puisque on commence à en parler quand même de plus en plus. Très bien, merci beaucoup Yannick. Moi, je voulais juste terminer, peut-être si tu peux départager, moi, terminer en vous expliquant qu'on est encore en train de travailler actuellement sur d'autres pistes. Peut-être pour les anesthésistes, je vois il y avait François, je vois qu'il y a Jocelyn, il y a Julie. On est en train de voir aussi pour la reprise d'activité de nouveaux blocs et on se demande si on n'aurait pas intérêt avant d'aller intuber nos patients, de leur faire une petite écho pulmonaire, histoire de voir s'ils n'ont pas des lésions pulmonaires, auquel cas on prendrait encore plus de précautions. Voir ça pourrait nous aider à mettre ces patients-là dans des vraies filières Covid+. Si on veut
conserver nos structures Covid, Covid- le plus longtemps possible. Ça fait partie des questions qu'on se pose aujourd'hui. La SFAR est en train de nous dire que ce n'est pas la peine forcément de faire des PCR. Les questions, c'est de savoir de quoi on dispose et en fonction des moyens que l'on a, essayer de trouver la meilleure solution. Pour moi, l'idée, c'est plutôt de se dire quelle est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'essayer d'être le plus en avant possible pour détecter nos patients. Et ensuite, de quoi on dispose? Effectivement, on dispose de la PCR, du scan et de l'écho. Je crois qu'on a tous des échographes dans les structures. On sait tous faire de l'écho. Comme on vous a montré, ce n'est pas compliqué aujourd'hui de faire de l'écho pulmonaire. Ça ne prend pas longtemps. Je dis que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On a des demandes aussi d'entreprises pour la reprise du travail qui sont intéressées pour apporter une proposition en plus à leurs employés. Il y a des entreprises aujourd'hui qui veulent apporter vraiment de la protection à leurs employés. Il y a des entreprises qui travaillent avec des employés qui sont confinés un peu, c'est-à-dire qu'ils vont travailler forcément en étant à deux, l'un proche de l'autre, ou en étant dans des endroits qui sont ventilés mais peu ventilés. Pour des employés, par exemple, qui sont en 2-8 ou en 3-8 ou en 2-12, ça pose des problèmes tout de suite s'ils sont infectés, d'aller infecter le voisin. Il y a des zones aussi où, par exemple, des traders ou comme ça, qui sont obligés d'avoir des contacts quand ils vont reprendre. Donc, c'est des entreprises qui nous demandent voir si on pourrait associer l'échographie pulmonaire à la prise en charge des employés, par exemple pour la reprise du travail, pour ceux qui ont eu déjà le Covid. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de procédures de levée d'isolement qui tournent. On parle de 10 jours après les symptômes, puis encore ensuite de 10 jours sans aller voir des confrères ou des patients ou des gens immunodéprimés ou à risque. Pour les entreprises, ça pose problème parce qu'elles ne peuvent pas savoir si le collègue est immunodéprimé ou l'est pas, si le collègue est à risque, si le collègue prend des antihypertenseurs ou pas. Donc c'est des choses qui commencent à tourner. Je ne sais pas dans ce cadre-là, est-ce qu'il y aurait des médecins parmi vous qui seraient intéressés pour ce genre de prise en charge, pour suivre des gens qui reprendraient le travail? Est-ce que ça vous paraît quelque chose qui pourrait être envisagé? Je vous pose des questions. Oui, vas-y. Vas-y, Tad. Oui, la première question, j'avais deux questions essentielles. Ouais. La première, c'est est-ce qu'on a une idée de la sensibilité réelle de l'échographie pulmonaire comme test diagnostic du Covid? Alors, pour le Covid, aujourd'hui, on n'a pas de données, tout simplement. Il n'y a pas d'études cliniques là-dessus. On attend d'avoir les résultats de l'étude clinique de Paris, justement, qui a fait de l'écho pulmonaire, du scanner et de la PCR. Ce qu'on a en revanche, c'est beaucoup d'études qui ont comparé l'échographie et le scanner thoracique dans la recherche à la fois de syndrome interstitiel, alvéolo interstitiel, des choses comme ça. Et on a même, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité sur l'échographie que sur le scanner pour la détection des lésions. On a également une étude clinique que j'ai retrouvée là tout à l'heure de 2009 sur l'H1N1, sur la grippe aviaire, dont je vous parlais, qui montre bien également que l'écho pulmonaire est sensible et spécifique pour identifier des syndromes interstitiels liés à la grippe aviaire. Donc encore une fois, pour le moment, pour le Covid, on n'a pas de données cliniques. Encore. J'aurais une deuxième question en fait. Comment c'est par rapport aux gens qui font l'échographie pulmonaire au Covid, est-ce que vous avez des astuces pour discriminer les lignes B entre les lignes B des surcharges cardiaques et les lignes B du Covid? Est-ce qu'il y a une différence particulière ou pas? Alors, je vais laisser parler Gervais, mais juste pour te dire qu'on a bien dit une caractéristique qui me paraît très importante, c'est que dans les lignes B qu'on va avoir, donc le syndrome interstitiel qu'on va repérer pour la maladie de Covid, il va y avoir des zones saines et des zones atteintes. Quand tu vas avoir l'œdème cardiogénique, tu vas avoir des lignes B partout. Gervais, je te laisse
Tu as répondu à la question. C'est voilà, c'est le DMEG du poumon. Il y aura des inhibés dans tous les secteurs exactement. Euh, Là, dans le Covid, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a toujours une partie de poumon sain et une partie de poumon où il y aura du syndrome interstitiel. C'est ça surtout. Ce sera ça la seule différence. Donc il Et faudra après, étudier tous les secteurs, les 8 secteurs, Exactement. les 8 ou Oui, 6 ou 8 secteurs dont vous avez décrit, pas tout les à 3 fait. secteurs du Blue Protocol, quoi. les trois secteurs te donneront aussi les images au départ. L'idée du Blue Protocol, c'est de te simplifier la vie. Si Exactement. ensuite tu veux, enfin c'est en gros ce que dans le surf, l'idée c'est de dire, bah voilà, tout le monde peut conduire une voiture aujourd'hui. D'accord. Demain, si tu veux conduire sur la neige ou sur le sable, c'est-à-dire si tu veux aller faire des diagnostics différentiels, si tu veux aller plus loin, ben, il va falloir apprendre à nouveau, apprendre d'autres choses. Donc l'idée qui est celle du surf et qui est la nôtre aussi, c'était de simplifier au maximum pour que vous puissiez aujourd'hui en pleine pandémie, puisque aujourd'hui on avait, enfin les 3 dernières semaines, on avait plus de chances ou plus de risques, je ne sais pas comment on peut le prendre, d'avoir un patient qui avait du Covid que d'avoir un patient qui avait un véritable OAP, puisqu'ils sont restés à la maison. Maintenant, attention, ils sortent. Donc voilà. Donc effectivement, c'est des choses. On a commencé là en vous montrant les lignes Z. On va vous apprendre au fur et à mesure là, dans les jours à venir, des diagnostics différentiels, des choses comme ça. On n'est pas parti non plus sur le point poumon, on n'est pas parti sur. On va vous apprendre au fur et à mesure des choses. Nous, Med Tandem, on a l'habitude de vous faire des parcours de formation et dans notre e-learning, c'est pas simplement une vidéo où on vous explique. C'est des cours complets où on reprend l'anatomie, on reprend chaque pathologie, chaque organe dans sa normalité et ensuite quelques pathologies qu'on vous définit. On est en train de penser à faire ce parcours de formation sur l'échographie pulmonaire. Et là, on vous parlera véritablement de tout. Hein. Ce qu'on avait envisagé pour le Covid, c'est vraiment quelque chose de très restreint. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes bien nombreux aujourd'hui. Non, personne n'a plus de questions. C'est plus l'heure de l'apéro. Hein. Bah écoutez, je vais vous remercier pour votre attention ce soir. On va remercier Daniel qui est parti mais qui m'a envoyé un petit mot. Donc je lui ai dit que c'était super et que c'était le bug de Zoom. On n'avait pas eu de bug comme ça, mais voilà. Donc il me dit que c'est mieux encore quand on n'a pas de bug. Donc voilà, on espère qu'il reviendra avec nous vendredi. J'en mettrai pas ma main à couper, mais je pense que vendredi, Yannick, nous aurons les résultats de l'étude clinique de Paris. Je sais que vous l'attendez, moi aussi. J'ai essayé d'avoir les résultats à l'avance. J'ai pas réussi. Mais je pense que pour vendredi, ça devrait être publié. Actuellement, les durées d'attente pour la publication sont très réduites. Donc, vendredi, là, on devrait y être quand même. Et là, on va pouvoir véritablement parler des signes cliniques associés au signe échographique. Je peux vous dire quand même que Mehdi, il a prévenu les radiologues, donc les radiologues vont faire un communiqué, je pense aussi par rapport à ça. Donc ça va changer. La deuxième chose que je peux vous dire aussi, c'est qu'ils ont enchaîné avec une étude ancillaire, c'est-à-dire qu'ils prennent les mêmes prérogatives que pour la première étude clinique et ils enchaînent sur une autre étude. L'autre étude, c'est l'échographie pulmonaire dans les lits de médecine. Donc c'était des pneumologues qui tenaient ces lits-là et ils se sont aperçus qu'il y avait des patients dans 2 sites différents sur Paris, que les patients qui étaient ensuite, qui avaient 3-4 litres d'oxygène, donc qui étaient oxygénés dépendants dans les lits de médecine, qu'il y en avait qui avaient des lésions pulmonaires à l'échographie, qui eux finissaient en USC, c'est-à-dire en surveillance continue, versus ceux qui n'avaient pas de lésions pulmonaires à l'échographie, qui eux rentraient chez eux après 2-3 jours d'oxygène. Donc, pour confirmer cette impression-là, cette impression clinique, ils lancent une étude ancillaire, c'est-à-dire une deuxième étude là-dessus. Donc ça nous conforterait véritablement dans l'idée qu'on a depuis le début que l'écho va nous aider
à screener nos patients et à mieux les surveiller et à mieux les adresser et à mieux les trier, encore une fois, pour améliorer le soin qu'on pourrait leur donner. Voilà pour les infos de la non-étude clinique qui n'est pas encore sortie. Voilà. Vous pourrez nous les envoyer par mail, l'étude? Ouais, dès qu'on aura, les résultats de l'étude clinique, dès qu'elle est publiée, dès qu'elle est en ligne, Mehdi m'envoie le lien et je la mettrai du coup sur le blog. Et dès qu'on les a, on en parlera évidemment sur la visio. Merci. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci Allez, beaucoup. salut. Et puis, on espère que la prochaine fois, on n'aura pas de bug de Zoom. Merci encore. Merci Antoine. Merci Invivox. On t'entend pas du tout, Antoine. Pas du tout. Je vais couper l'enregistrement. Hop, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous.